Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, de logements insolites, mais aussi des loueurs particuliers, à devenir les meilleurs ambassadeurs de leur région. Pour cela, je vous livre chaque semaine des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également tous mes épisodes sur mon blog yenbui.fr et sur mes réseaux sociaux sous le même nom yenbui.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Élise Ripoche de J'affiche complet. Élise a créé il y a 3 ans sa société spécialisée en revenu management et emploie actuellement 6 salariés et 2 freelances. Elle s'adresse en particulier aux loueurs saisonniers ayant déjà 4 ou 5 biens en gestion. Sa mission principale consiste à vous aider à maximiser votre chiffre d'affaires en optimisant votre stratégie de commercialisation. Pour cela, l'équipe de J'affiche complet s'appuie sur différents leviers d'action. Le prix de la nuitée, la durée du séjour, les promotions, les prix négociés, les prestations de ménage, les conditions d'annulation, etc. Son outil de communication de prédilection, sa chaîne YouTube bien évidemment, où elle livre des contenus vidéo gratuits pour aider les loueurs à augmenter leurs revenus. Pour les loueurs individuels ayant moins de 3 biens en gestion, J'affiche complet propose également une formation en ligne pour maîtriser les techniques de pilotage et augmenter ses revenus locatifs. Vous pourrez retrouver Élise sur sa chaîne YouTube J'affiche complet et ses réseaux sociaux du même nom. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Élise et vous retrouve à la fin de cet épisode pour la conclusion. Belle écoute à tous. Salut Élise, merci encore en tout cas de participer à cette interview. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par rappeler la définition du revenu management pour les personnes qui n'auraient jamais entendu ce concept? Bonjour Yann, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être sur ton podcast aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Alors oui, le revenu management, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie qu'on connaît bien quand on est client d'une société d'hôtel ou d'avion, parce qu'on voit que les prix bougent tout le temps. Et en fait, derrière ça, il y a ce métier-là qui s'appelle revenu management. On entend beaucoup dans les médias aussi yield management, donc Y-I-E-L-D. C'est assez décrié par les médias et c'est souvent sous ce nom-là, yield management. Donc au final, qu'est-ce que c'est? C'est la science de faire le bon prix au bon moment pour une société de service. Donc ça va concerner l'hôtellerie, l'aérien, le divertissement, donc avec les parcs de loisirs par exemple, toutes les sociétés de transport, le train, les croisières, et donc maintenant aussi la location saisonnière qui rattrape petit à petit son retard sur ce sujet-là. Ok, super, merci, c'est hyper clair. Est-ce que tu es ok ou est-ce que on peut dire que le revenu management il s'applique à tous les types de location saisonnière? Ouais, ouais, c'est une bonne question, tu as raison. Souvent on me dit oui mais attendez, ou attends, moi j'ai un truc spécial parce que je suis à la montagne, ou moi c'est spécial parce que je suis en plein cœur de Paris, ou moi c'est spécial parce que je suis à la mer, ou moi c'est spécial parce que justement je suis à la campagne, il n'y a personne autour de chez moi, je suis le seul à 20 km à la ronde. Dans tous ces cas-là, le revenu management apporte une aide et a du sens. Euh, et c'est simplement que les méthodes, elles s'adaptent en fonction du marché sur lequel on est, mais dans tous ces contextes-là, et c'est vraiment recommandé d'en faire. D'accord. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'on peut dire que finalement pour la location annuelle d'un bien, ça s'y prête beaucoup moins parce qu'on est sur un tarif figé, si j'ai bien compris? Ou est-ce que ça peut quand même Ouais, s'appliquer? alors non, non, tu as vraiment raison. Sur la location annuelle d'un bien, donc tout ce qui est location longue durée, ça ne va pas s'appliquer. De la même façon que, par exemple, quand on commercialise des paquets de lessive, je donne souvent cet exemple-là dans un supermarché, on sait que il n'y a pas de fluctuation. Alors, les paquets de lessive, si on éteint le supermarché ce soir, on a toutes nos chances de les revendre demain. Donc, il n'y a pas cette notion de ce soir c'est perdu. D'accord. Euh, et donc le parallèle, c'est là où il est un peu naze avec la location longue durée, parce que c'est pas exactement ça le problème dans la location longue durée. Dans la location longue durée, ce pourquoi on ne peut pas faire varier les prix, c'est déjà souvent parce qu'on a une contrainte légale Et sur le ça. Il y a contrat de beaucoup location? en fait, il y a beaucoup de municipalités qui bloquent les croissances de prix.
Il y a ça. Et puis aussi, juridiquement, on n'a pas le droit de faire fluctuer. On ne peut pas, par exemple, avoir un locataire qui est dans un bien pendant 2 mois et puis l'appeler le troisième mois pour lui dire, vous savez, ça va augmenter de 20%. Ouais. C'est pour Donc, ça qu'il y a un bail de location au moins pour 3 ans en exactement. général, ouais, avec le Exactement. prix qui est affiché dedans. Mais tous les ans, quand même, avec le revenu, avec l'indice, avec l'indice INSEE, tu peux quand même augmenter chaque année, mais c'est qu'une fois par an, quoi, finalement. C'est ça, tu peux augmenter un tout petit peu une fois par an, selon le taux de l'inflation, c'est vraiment pas énorme, quoi. Ok, Et c'est capé par les municipalités et tout ça. d'accord. Et Donc c'est une... vraiment, ça s'adapte, le revenu management s'adapte principalement aux locations saisonnières. Enfin, pas que, mais en termes de location d'hébergement, c'est vraiment adapté plus à la location saisonnière. Ça, ok. Est-ce que on peut aussi faire du revenu management à partir d'un seul bien en gestion? Oui, C'est-à-dire- alors ça, c'est souvent la grande question aussi. Se dire, alors ça s'adapte, comme tu disais, aux locations saisonnières. Peut-être que certains ne se reconnaîtront pas dans le mot location saisonnière. Mm, Ça s'adapte aussi à des gîtes, à des maisons d'hôtes. tout à fait. Dans toutes ces circonstances-là, ça a vraiment du sens. Et c'est vrai que parfois, on peut être dans une situation où on a un gîte vraiment unique. Et on peut peut-être se dire, bah, quel branle-bas de combat juste pour mon gîte unique, quoi. Ça a quand même du sens de mettre en place les méthodes de revenu management. Il faut savoir qu'en location saisonnière, on ne met pas en place les méthodes de la même façon strictement que ce que va faire un hôtel. Il y a Oui, beaucoup de choses sur lesquelles on va simplifier parce que à l'échelle d'un gîte justement ou d'une maison d'hôte ou d'une location saisonnière, c'est pas nécessaire de partir dans des détails de l'espace. C'est pas ces détails de l'espace qui vont générer une croissance de chiffre d'affaires, mais plutôt le 20-80 loi de Pareto. C'est mhm, vraiment ouais. 20% des efforts qui vont produire 80% de la croissance de chiffre d'affaires. Donc, on prend plutôt l'essence de la méthodologie et on n'applique que les aspects qui produisent vraiment un bel Oui, accroissement de chiffre d'affaires. ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas la peine de partir dans une usine à gaz quand on a un, deux ou trois biens. On applique le principe du revenu management, mais on reste assez, on en reste au basique, quoi, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est aussi un avantage parce que c'est quelques méthodes qui sont simples. Il faut les connaître, mais une fois qu'on les connaît et qu'on connaît le process par lequel il faut passer pour réussir à obtenir plus 10, plus 20, plus 30% de croissance sur son activité de gîte, bah déjà, c'est pas un truc de l'espace où il faut avoir un doctorat en maths, sinon on s'en sort pas du tout. C'est plutôt une méthodologie simple à appliquer et qui apporte des résultats, quoi. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Ouais. Bah, après, la règle que tout le monde applique en général, même quand il n'y connaît rien en revenu management, c'est le principe de la haute saison et de la basse saison déjà. En général, on voit bien les prix qui diminuent quand tu es en période de basse saison. Ça, c'est vraiment le niveau ultra débutant que je te sors, mais qu'on comprenne bien, c'est bien ça en fait. Et après, on va affiner un peu plus. Ouais, c'est exactement ça. C'est le principe de démarrage. Alors, il y a parfois des personnes qui ne l'ont pas, ce principe de Ah démarrage. d'accord, Donc, ok. ça arrive, ça arrive. Ça arrive qu'on ait des personnes avec qui on commence à travailler et qui avaient mis vraiment le même prix toute l'année. Toute l'année, ouais. D'accord. Voilà. Mais après, oui, en effet, il y a vraiment ce principe de démarrage. Et même si, par exemple, vous avez ce principe de démarrage, vous avez fait une période forte, une période faible, et ben, parfois même, déjà rien que le fait de se poser ensemble la question, est-ce que la période forte, elle a bien été déterminée au bon endroit et la période faible au bon endroit, déjà là, boum, on gagne de l'argent. Ouais. Et puis après, en effet, comme tu disais, on rajoute des choses plus sophistiquées, sans partir dans des énormes complexités, mais on rajoute des petites briques et ça continue à améliorer le chiffre d'affaires. Là-dessus, je te rejoins parce qu'effectivement, quand je travaillais en office de tourisme, je voyais bien sur certains critères, notamment sur les loueurs individuels, les loueurs saisonniers particuliers, qui misaient par exemple sur l'été que sur juillet-août. Alors qu'en fait, une saison, elle peut démarrer de mai et elle peut aller jusqu'à septembre, voire octobre, sur des week-ends, des courts séjours. Et effectivement, juillet-août, souvent à la semaine, location à la semaine. Mais effectivement, dès le mois de mai, avec tous les ponts, on peut déjà démarrer. Et c'est vrai ils se sont déjà, enfin, ils ont perdu un nombre de nuitées assez incroyable. Ok. Est-ce Ouais. que quels sont selon toi, normalement on en avait évoqué déjà en préparation de cet épisode, quelles sont selon toi les 3 idées reçues ou les erreurs courantes que tu entends souvent et qu'il faudrait éviter? Alors, les 3 idées reçues, il y en a. C'est vrai que, comme tu dis, on pourrait en faire une liste. Ouais, je pense. Ben, la première idée reçue, c'est vraiment de se dire que. Alors, il y a le fait, en effet, de mettre un prix unique et de ne pas décliner. Et si on pousse
l'idée, même un peu plus loin, il y a aussi le fait de se dire que on va faire la plus belle grille de prix du monde. Beaucoup de loueurs se disent que ils font quand même, et ils ont raison, ils font quand même un certain nombre de choses parce qu'ils ont fait une belle grille de prix. Et ça, c'est, comme je disais, c'est en partie vrai. Et c'est bien, mais en fait, le revenu management, c'est pas que ça. C'est-à-dire, il faut faire une bonne stratégie en amont et il faut aussi savoir bien réagir pendant la saison. Et le fait de bien réagir pendant la saison, qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre la possibilité de adapter ses prix si on voit que la demande n'est pas au niveau attendu. Ça, c'est le premier point qui est vraiment important. Ça peut permettre de réagir si on a des nouveaux concurrents. Ça peut permettre d'ajuster des stratégies sur lesquelles on aurait été un peu plus optimiste ou un peu trop optimiste ou pas assez. Mhm. Et en fait, c'est comme un... Moi, j'aime bien le parallèle du match de foot. C'est-à-dire que un bon match de foot, pourtant je suis pas très fan de foot, mais euh, un bon match de foot, il y a un brief du coach dans les vestiaires. Ça, c'est la construction de la stratégie. Mais après, l'équipe, quand elle arrive sur le terrain, il Ah faut oui. qu'elle en fonction du comportement de l'équipe adverse, en fonction de s'ils marquent des buts ou s'ils en mettent. Et ça, c'est cette deuxième partie que nous, loueurs saisonniers, on a aussi. C'est-à-dire que on a le brief du coach en construisant la stratégie, mais après, sur le terrain, il faut savoir réagir. Et Mhm. beaucoup de loueurs ont tendance à oublier cet aspect-là, cette deuxième partie du jeu, qui pourtant fait tout, en fait. Parce que parfois, je vois des loueurs qui laissent vivre leur grille de prix de très, très longues périodes sans prendre le temps de regarder les Sans chiffres, sans prendre le ajuster, sans... temps de D'accord. réajuster. Ouais, J'adore ton image, elle est vraiment ultra parlante. Il y a ce côté vraiment la théorie, et puis il y a la réalité en fait. c'est ça. Il y a la C'est ça. réalité du terrain, du concret, ouais. Ok. Donc première idée Et sur reçue, c'est de faire cette grille de prix one shot et de ne plus y toucher en fait. Et que du C'est coup, elle ça. se confronte pas à la réalité. Exactement, D'accord. exactement. Et de surcroît, quand on évolue dans un domaine d'activité comme le tourisme, on sait que le moindre élément géopolitique, le moindre élément économique qui se passe, boum, même météorologique, ça nous impacte. Même si on a de la neige, la France est bloquée. Et donc, plus que jamais, on est dans un domaine d'activité sur lequel on doit être en veille, quoi. Eh ben on l'a bien vu ces 2 dernières années déjà, avec le Covid. Ouais. Là, on était en plein dedans. Comment Ça, justement s'adapter non pas que sur effectivement le côté sanitaire, hygiénique, etc., mais sur la grille de prix, effectivement, pour relancer l'économie, pour relancer l'activité, ouais. Ok. Ta deuxième idée reçue ou ta deuxième erreur courante que tu vois régulièrement? ouais, deuxième erreur courante que je vois régulièrement, c'est de considérer que le prix seul suffit. En fait, il y a d'autres leviers de stratégie qui permettent vraiment de maximiser le chiffre d'affaires, et notamment un qui fait que je pense fera l'objet de cette deuxième idée, c'est les durées de séjour minimum. En Mhm. fait, les durées de séjour minimum, c'est un truc qui fait peur à tout le monde globalement quand on démarre, et c'est normal, parce qu'on se dit, mais attends, si je dis que c'est 3 nuits minimum, ça veut dire que si quelqu'un cherche à réserver 2 nuits, il va pas me voir en fait, donc il va pas pouvoir me réserver. Et ça fait peur d'être dans cette situation où on refuse des ventes. Mhm. Alors, parfois, on me dit, bah, déjà, c'est pas légal. Alors, c'est vrai qu'il y a un flou juridique sur les durées de séjour minimum. C'est plutôt un usage de la profession qui est admis, qui est aussi admis en hôtellerie. Donc, sur ça, on peut être serein quand même sur le fait d'utiliser ça. Maintenant, les durées de séjour minimum, paradoxalement, malgré le fait qu'on a l'impression de refuser des ventes, c'est un outil ultra puissant pour maximiser le remplissage de sa location saisonnière, de son gîte ou de sa maison d'hôte. C'est là où c'est assez paradoxal à prendre en main comme notion, parce qu'en Mhm. fait, c'est parce qu'on refuse des ventes qu'on va pouvoir mieux remplir. Donc un peu bizarre. Au final, comment ça marche cette bête-là? C'est que on va jouer sur les durées de séjour sur des périodes de forte demande. Donc en fait, on va se dire, là, j'ai plus de demandes que ce que je pourrais remplir. Donc je vais faire en sorte de ne garder que les demandes qui sont les plus intéressantes pour moi, Ouais. c'est-à-dire les demandes qui sont les plus longues possibles. Donc, les durées de séjour minimum, c'est pas un levier qu'on va mettre en place sur des périodes de faible demande, quand on n'est pas sûr de remplir, parce que sur ces périodes-là, on prend le plus possible les résas. Et par contre, en période de forte demande, on va exiger des durées de séjour minimum pour avoir en fait le moins de trous, le moins de Ouais. gruyère dans le calendrier. Ok, ok, je comprends bien, ouais, je comprends très bien. Donc, typiquement, c'est un peu pareil quand on fait du business et qu'on choisit sa clientèle idéale. Typiquement, quand on a sa location saisonnière, on se dit est-ce que je vise les familles, est-ce que je vise plutôt les couples, est-ce que je vise vraiment les sans enfants, etc. En fait, c'est choisir et renoncer. Faut être capable de renoncer à un type de clientèle, mais finalement pour mieux cibler, finalement. C'est ce que je C'est dis ça. souvent en business, c'est choisir, c'est renoncer, oui,
mais finalement pour mieux proposer derrière à une clientèle qui sera plus réceptive. Et comme tu viens de l'expliquer, Exactement. quelqu'un qui avait de toute façon prévu d'aller passer un moyen ou long séjour, de toute façon, à la période de forte demande, effectivement, ça changera rien. Les 3 nuits minimum, si t'étais parti pour en prendre 4, ça te change effectivement rien. Par contre, j'entends que en septembre, de ramener à 1 ou 2 nuits pour être sûr de booker tout le week-end et non pas qu'une nuit dans le week-end, ça a du sens aussi. Exactement. Et tu vois, ça préserve aussi le dirigeant de la location saisonnière. Parce que en période de forte demande, on remplit beaucoup, il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions. Et du coup, si on n'a que des résas hyper courtes qui se suivent comme ça, à la fin du mois, on est rincé. Ah mais Bon, t'es à la lessivé, fin ouais. de l'été, à la fin de la saison, au bout du rouleau, quoi. Donc, ça permet aussi de pouvoir maintenir une belle qualité de service parce que soi-même, on a aussi pu prendre soin de soi, en tout cas se reposer suffisamment pour avoir un bel accueil pour les voyageurs, Mhm. être toujours en forme, quoi. Ouais, ouais, c'est aussi un bon point pour ta sérénité, ouais. T'avais un troisième point à nous proposer? Ouais, alors le troisième point qui est aussi très très répandu, c'est de se dire en amont, lors de la construction de la stratégie tarifaire ou même pendant la saison quand on fait des réajustements, de se dire je mets plus cher et je verrai. Il y a d'autres méthodes comme ça. Je vais peut-être en partager un petit quatrième aussi. Ah, je prends. Je suis incorrigible. Mais bon, tout ça est un peu dans le même lot. C'est des méthodes de tarification dans le doute, que je peux appeler des méthodes dans le doute. Alors, dans les méthodes dans le doute, il y en a une autre aussi qui est par exemple de se dire, je regarde, pour déterminer mon prix, je regarde un peu ce que font deux, trois concurrents qui me ressemblent et je vais mettre un prix dans la moyenne. Ça, c'est des méthodes dans le doute que je ne blâme pas parce que c'est normal. En fait, quand on démarre, on fait aussi un peu avec les moyens du bord, mais ça n'égalera jamais le fait d'avoir une vraie stratégie pour construire ses prix. Et en fait, la difficulté, c'est que, alors, la difficulté du premier cas, quand on met ses prix trop chers et qu'on se dit, de toute façon, si ça part pas, je casserai les prix en dernière minute. Il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est qu'au final, même en ayant cassé les prix en dernière minute, on finisse par pas trouver du tout. Parce Mhm. que si c'est une période de faible demande, en fait, tout pendant que nous, on était trop cher, les concurrents se sont loués. Et nous, si 2 semaines avant, on casse les prix, il y a peut-être plus de demande en fait sur le marché si c'est une période de faible demande. Donc, on risque de rester trop cher. Deuxième problème aussi, c'est que la clientèle fidèle, quand on lance une activité de location saisonnière, on a envie d'avoir une clientèle fidèle qui revient, etc. C'est un socle de sérénité pour le dirigeant de la location saisonnière. Et si la clientèle fidèle se rend compte qu'en patientant, vous cassez les prix en dernière minute, Elle le fera tout le temps. voilà, c'est ça. Et en Ouais. fait, du coup, on tombe dans un cercle vicieux où les gens attendent. Et du coup, comme on n'a pas de visibilité, on se remet à casser les prix. Et donc, c'est pas bon pour l'activité, quoi. D'accord, ouais, donc c'est vraiment un cercle vicieux qui peut se mettre en place sans qu'on s'en rende compte, quoi, finalement. Exactement. Et le deuxième risque, le risque de dire je regarde un peu ce que font les collègues et je me mets un peu dans la moyenne, c'est que on présuppose en faisant ça que nos collègues sont très bons en revenu management. Ah, Aujourd'hui, souvent, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que, en fait, c'est même comme si on donnait les clés de la performance financière de notre activité à notre concurrent quand on fait les prix un peu comme les autres. Et donc souvent, ils sont pas forcément bons en revenu management, les collègues, et souvent ils peuvent rater des choses. Ils peuvent rater un événement, donc tout le monde se retrouve plein, mais personne n'a surfé sur l'événement. Euh, il peut rester trop cher pendant longtemps, et puis du coup ça vend pas. C'est pas parce que on est au même prix que les concurrents et qu'on vend pas comme eux qu'on n'est pas en train de passer à côté d'argent, quoi. Il y a peut-être de ouais, ouais. l'argent à faire, mais en fait, on s'en rend pas compte. Donc, ça aussi, c'est nocif pour la performance financière de l'activité de remettre entre les mains de nos concurrents les clés de notre tarification, quoi. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est la notion aussi de veille en termes d'activité touristique dans son environnement général. C'est-à-dire que c'est vraiment important de rester en lien, notamment avec les acteurs du territoire, pour savoir quels vont être les prochains grands événements qui vont faire fluctuer finalement l'activité touristique de la région, si j'ai bien compris. Ça, c'est vraiment important aussi, de se tenir au courant, d'être informé régulièrement des événements sportifs qui arrivent, d'un Tour de France qui passe chez toi, des choses comme ça. Oui, Ça, c'est vraiment important ce que tu dis parce que je le dis régulièrement, mais de là à ce que cela impacte à ce point-là la performance financière, c'est vraiment intéressant. oui, oui, tu as raison. Ça a un gros impact sur la performance financière. Les événements, ça va être les rares moments où on peut vraiment avoir des prix qui sont beaucoup plus hauts.
Alors, Mhm. on peut, en période de forte demande, avoir des prix hauts, mais c'est vrai que l'événement, ça va être le moment sur lequel on peut avoir des prix beaucoup plus hauts. Il ne faut pas hésiter à tester des prix beaucoup plus hauts sur ces périodes-là. Et si on les zappe, si on ne les voit pas, on peut vraiment passer à côté de beaucoup de chiffres d'affaires, en fait, mis bout à bout au fil de l'année. Et dans cette thématique-là aussi, ce qu'on peut partager aussi qui peut aider les gens qui nous écoutent, c'est que dans cette thématique-là de garder un œil sur ce qui se passe autour de nous, plutôt que d'aller prendre le prix des concurrents sur les plateformes, nous, on recommande d'aller garder un œil sur ce qui se passe autour de nous, sur des tendances de marché. Il y a Mhm. pas mal de sites qui proposent ce genre de tendances de marché. On peut en citer deux, trois. Il y a RDNA, Transparent, Allrooms. Tous ces sites-là vont en fait donner au loueur saisonnier une indication des niveaux de remplissage, des niveaux de prix moyens vendus sur son aglo. Et ça va lui permettre de prendre le pouls du marché, mais sur quelque chose de beaucoup plus véridique que j'ai Michel qui a 40 euros la nuit à 2 rues de chez moi, parce que peut-être que Michel, en fait, il vend pas souvent. Donc, avec des données de marché, on voit vraiment qu'est-ce qui se vend, quand est-ce que ça se vend, à quel prix ça se vend, et ça, c'est plus juste comme une perspective du marché. D'accord, super, merci pour le tips. Là, c'est hyper intéressant d'avoir ce type de lien, de site à aller surveiller. Je me posais aussi la question, juste quand d'une location saisonnière à une autre, les délais de réservation sont plus ou moins longs. Typiquement, il y a des grands gîtes. Je sais que j'ai fait une interview il y a pas longtemps où le délai de réservation était de 140 jours. C'est énorme, je trouve. Mais parce que la taille du gîte l'impose, parce que c'est souvent un gîte qui se loue par des familles, pour des réunions de famille, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu prépares longtemps en avance. C'est vraiment une donnée que tu prends souvent en compte, enfin que tu prends vraiment en compte le délai de réservation, notamment pour faire la grille tarifaire, parce que du coup, casser des prix en dernière minute, par exemple, bah, c'est impossible quand le délai de réservation il s'est fait. Voilà. Comment tu gères cette notion de délai? Oui, tu as raison. Le délai de réservation, c'est quelque chose qui va nous permettre de savoir, aussi bien pour nous dans notre travail ou pour le loueur saisonnier qui est seul aux commandes dans le pilotage de son activité, ça va permettre de savoir est-ce que je dois m'inquiéter ou pas. Quand on regarde des tendances qui sont déceptives, c'est vraiment un des indicateurs qu'on va aller regarder pour se dire, bon, est-ce que c'est déceptif à ce stade, mais parce qu'en fait, les voyageurs ont pas, la vague de prise de réservation n'est pas encore arrivée, donc pour l'instant, je panique pas, je Mhm. patiente. Ou est-ce que c'est déceptif? Parce qu'effectivement, la vague de réservation est passée et moi, j'ai raté le coche. Ouais. Et du coup, ça va être beaucoup plus faible par la suite. Ça peut aussi fonctionner quand on est dans une situation où on a voulu tester quelque chose de nouveau, notamment un prix à la hausse. On peut avoir parfois des loueurs qui testent des prix à la hausse et qui, en fait, se disent que leur idée n'a pas fonctionné beaucoup trop tôt. Parce Ah, que justement, l'idée de prise de réservation n'était pas encore arrivée, la vague de réservation des voyageurs. Et donc, par peur, on va se dire, oh, j'ai mis ça en place pendant 2 mois, mais là, je vois que ça prend pas, vas-y, je change. Et en fait, c'est dommage parce qu'il aurait fallu peut-être attendre un mois de plus pour voir vraiment si ça allait fonctionner, quoi. c'est drôle, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'action en bourse, là, quand on parle comme ça. Tu sais, quand tu t'as peur de perdre ta mise et que du coup, bah, tu reprends, tu reprends ta mise avant même que, il se soit passé un événement qui va chambouler justement le cours de l'action, quoi. Et Ouais. en plus ou en moins, hein, enfin en bien ou en mal. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, ce côté un peu flippant de se dire j'y vais pas, mais j'y vais, mais en fait, bah, je suis pas allé jusqu'au bout et du coup, ben, j'ai mis juste un orteil dans l'eau, quoi. Ouais. Et c'est drôle. Ok. Est-ce que C'est vrai t'as... que ça, c'est ouais, Oui, c'est une part vas-y, vas-y. importante du métier. Tu as raison. Et souvent, les personnes qui viennent vers nous emploient des mots comme ça me stresse, j'ai peur, Mhm. ou j'ose pas, ou je suis déçue. C'est-à-dire qu'il y a une part hyper, en effet, psychologique dans cette action-là. Et je pense que c'est un peu comme les chirurgiens. C'est-à-dire que les chirurgiens, ils opèrent pas des gens qu'ils connaissent personnellement parce que leur cœur pourrait, enfin, il me semble qu'il y a une règle comme ça. Enfin, je sais pas trop, mais peut-être c'est au libre arbitre de chaque chirurgien. Mais il me semble que, parce qu'en fait, tu pourrais être trop influencé par, Mhm. tu vois, un chirurgien pourrait jamais opérer sa femme, par exemple. Oui. Ce Parce que serait, dans un moment de prise de décision rapide, ça pourrait être c'est complètement ça. biaisé, ouais. Mm. C'est ça. Tu pourrais être trop bouleversé par le lien émotionnel avec la personne. Et je pense que en location saisonnière, il peut y avoir ce biais-là. Donc, nous, on partage justement, en fait, dans le métier, on apprend le lien humain au prix, qui peut être parfois totalement irrationnel.
Donc, ça nous Ouais. permet d'apprendre à avoir cette distance par rapport à la tarification, de plus avoir, on déverrouille des croyances limitantes comme c'est trop cher, par exemple. On a tous des trucs où on se dit, non, mais c'est trop cher. Alors, nous, on apprend à plus penser comme ça. Parce que notre portefeuille ne sera jamais le portefeuille du voyageur. D'ailleurs, ça peut être plus haut ou plus bas, peu importe, mais ce sera toujours différent. Et du coup, pourquoi je te disais ça? Oui, c'est qu'en fait, cet exercice de se mettre à distance qu'on fait dans notre métier, on peut aussi l'enseigner aux loueurs Ah saisonniers. oui. Parce que sinon, en fait, si on commence pas par là, si on commence pas par déverrouiller toutes ces croyances-là, en fait, c'est comme le chirurgien qui opère sa femme. C'est-à-dire qu'on Mm, est tellement lié par le fait qu'on est en train de prendre des décisions sur son propre portefeuille, on peut avoir peur ou on peut justement prendre trop de risques, parce que ça, on en parle moins, mais on a beaucoup de gens aussi qui sont trop kamikazes, qui veulent faire, qui veulent gagner, et du coup, boum, ils agissent trop fort. Donc, il faut trouver la bonne bascule entre les deux, et en effet, il y a une part de psychologie assez ah oui, importante. c'est Paradoxalement, c'est inattendu, mais ouais. non, pour moi, c'est pas si inattendu que ça, parce que effectivement, dès que tu touches à la notion de finance, t'as le terme risque qui vient avec. On parle toujours de Ouais. risque financier. Et le risque, forcément, ça fait peur, ça stresse. Et quand t'as misé et que t'as un emprunt sur un bien que tu mets en location, etc., t'es stressé en fait. Moi, j'ai fait aussi des enquêtes là durant l'été où effectivement la notion de stress, elle revient souvent parce que tiens, mon taux de remplissage est pas celui que j'avais prévu. Ça commence gentiment à me chatouiller, à me stresser. Voilà, les fluctuations des réservations, etc., des annulations, ça va aussi te refaire monter en stress. Effectivement, je pense que c'est important de prendre en compte et de parler de cette dimension psychologique. C'est vraiment de garder ce sang-froid, même si c'est compliqué, j'imagine. Voilà, mais ça, c'est vraiment bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes dans ta formation? Parce que là, on va peut-être pouvoir aborder aussi la notion de formation que tu proposes. Est-ce que cette capacité à garder une certaine distance avec sa politique tarifaire et ses décisions, tu arrives à l'enseigner? Du coup, c'est ce que tu as commencé à me dire. Ouais. C'est dans les premiers modules de la formation. D'accord, tu On a commences par ça en fait, hein, vraiment. Ah ouais, ouais. Ah ouais, on D'accord. commence vraiment par ça. On commence par les 12 croyances limitantes sur le prix. Et il y a beaucoup de personnes qui abordent, d'ailleurs, il y a des commentaires sous les modules de personnes qui disent, oh, bah, moi, j'ai commencé le module en me disant que vraiment sur ça, j'étais vraiment OK, quoi. Et en fait, les gens retrouvent, ah ouais, j'en ai une, deux, trois. Donc, c'est assez intéressant. Je commence aussi dans les premiers modules à partager toutes les expériences sur le prix. Ça aide à prendre du recul aussi, de voir qu'il y a pas mal d'expériences scientifiques amusantes qui ont été faites sur le prix et qui permettent de se rendre compte que on est tellement biaisé, on est tellement biaisé. Peut-être qu'on peut en donner une rapide si tu Ah veux. oui, je veux bien, ouais. Tu parles de prix Euh, psychologique par exemple? ben, en fait, de notre décision liée au prix. Comment l'humain D'accord. décide face au prix. Et en fait, il y a une expérience qui a été menée sur des... Alors, je ne sais plus dans quel cadre c'était, il me semble que c'était une boulangerie, où il y avait un produit qui était... alors, faut que je raconte bien le truc, mais il y avait un produit qui était à 5 euros. Voilà, c'était ça. Il y avait un produit qui était à 5 euros, un petit truc. Et en fait, ils ont fait des tests de voir le niveau de commercialisation et d'achat de ce produit à 5 euros. Et ils ont fait après d'autres tests où ils mettaient les deux produits à 10 euros avec un offert. Donc, D'accord. au final, la personne, elle en avait toujours pour 5 euros le produit, tu vois. C'était la même chose. Sauf que dans le deuxième cas, elle avait l'impression d'avoir vraiment un acheté, un offert, Gagner, quoi. ouais, d'avoir gagné quelque chose, Et ouais. ils ont fait exploser les ventes dans le deuxième cas, tu vois. D'accord. Et c'est là où c'est fou de se dire que on devient bête, en fait, parfois, dans certaines situations, alors que n'importe quel être humain se dirait, mais non, mais rationnellement, c'est pas possible. Mais en fait, c'est C'est notre course à la remise, notre course au bénéfice en fait, effectivement, ouais. on est obligé de prendre des décisions toute la journée, tous les jours, des millions de décisions, mais même des mini-choses. Donc au final, notre cerveau, il fonctionne aussi un peu en pilote automatique sur pas mal de choses. Et alors, est-ce que ça nous dessert? Oui. Est-ce que c'est au service des commerces qui sont en face de nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, aussi sur l'achat, sur l'acte d'achat, notre cerveau est obligé de fonctionner rapidement comme ça en mode automatique, avec l'envie de tirer le plein potentiel des moyens financiers dont on dispose. Donc je pense que c'est ça qui mène à ce genre de décision. Mais du coup, quand on accumule la lecture de tous ces tests qui sont faits, ces petites études scientifiques,
on se rend compte qu'au final, on n'est pas rationnel en fait quand on achète. Non, justement, pour moi, Voilà, l'acte d'achat, c'est vraiment lié à l'émotion, et c'est pour ça que c'est souvent irrationnel même d'ailleurs. Tu vois bien que Exactement. quand tu fais des achats complètement compulsifs, c'est totalement irrationnel et tu sais pas pourquoi tu reviens avec des trucs à la maison, mais tu te dis j'avais l'impression d'en avoir besoin, tu vois, il y a ce côté, est-ce que j'en ai Ouais, besoin, est-ce que c'est vital pour moi, est-ce que ouais, c'est le côté émotionnel dans un acte d'achat, effectivement. Alors encore plus quand on parle de logement saisonnier, de logement touristique, où là on va parler de vacances, on parle d'évasion, enfin pour la plupart du temps quand c'est pas des voyages d'affaires ou des voyages pour raisons médicales, mais la plupart du temps pour un voyage touristique, il y a vraiment ce côté, tu vas aller chercher dans l'émotion, quoi. Tu vends du rêve. Donc là, il y a une grosse dimension effectivement émotionnelle à travailler aussi, notamment dans ton descriptif par exemple. ouais, Ok. complètement. Et c'est là où du coup le prix, bah, finalement, c'est pas peu importe, mais la notion de prix a moins d'importance quand on Mm. achète dans l'émotionnel. Ouais. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter, est-ce que tu avais une idée bonus à me sortir du chapeau? Est-ce que tu voulais autre chose? Me parler d'une autre erreur courante, mais l'idée de ce que tu viens de me sortir sur le prix, je trouve que c'est vraiment important d'en parler, de cette dimension psychologique et émotionnelle du prix, lié au prix. Je pense Ouais. tu pourrais, je comprends que tu en parles dès le départ dans ta formation, en tout cas. Donc dans les descriptifs de cet épisode, je mettrai le lien vers ta formation en ligne. Et je voulais aussi parler du fait que tu proposes des appels découvertes de 30 minutes pour qu'on en sache plus sur ton offre, en sachant que donc ton agence J'affiche complet accompagne aujourd'hui une soixantaine de clients actifs, mais ça représente surtout un portefeuille de 1100 biens que tu as en gestion, à peu près, hein, ça a peut-être évolué depuis qu'on en a parlé. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, d'aller plus loin sur la thématique du revenu management, Élise et son équipe se tiennent à votre disposition. Et bah du coup, il faut pas hésiter. Donc les liens seront dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu voulais mettre un petit mot de conclusion? Peut-être juste préciser que nous, on ne fait pas la gestion totale des biens, on fait la gestion du revenu management précisément, si Oui, jamais il peut y avoir peut-être un doute sur ça, mais en tout cas, pour être sûr, et ben, écoute, en tout cas, moi, j'étais ravie de passer ce moment avec toi. J'espère que ce qu'on a partagé aura pu aider les personnes qui nous écoutent. ah ça Et j'en suis puis, en certaine, ouais. effet, avec grand plaisir pour échanger avec ceux qui le souhaitent sur leur gîte, leur maison d'hôte, leur location saisonnière. S'ils ont des questions ou des doutes, ben, ce sera avec grand plaisir. Très bien. Eh ben encore merci beaucoup Élise pour ton temps. Et puis bah, je te souhaite une très belle journée et j'ai hâte de te partager le lien de cet épisode quand il sera monté. Très bonne journée. Merci à toi, Yann. À bientôt, salut. Encore un immense merci à toi Élise pour ta générosité et puis tous tes exemples concrets qui ont permis à mon avis à tous nos auditeurs de bien comprendre ce qu'est le revenu management. Et quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode au format interview vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, de préférence Apple Podcast ou Spotify. Vous pourrez retrouver tous les liens et mes ressources gratuites dans les notes de cet épisode et sur mon blog yenbui.fr. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite d'ici là de passer une très belle semaine. À bientôt, ciao ciao.